Alors bien entendu, tout cela est une gigantesque mystification. En réalité, comme Francis Wolff était venu nous l'expliquer ce soir-là, face à l'un des nombreux intellectuels qui avaient pris parti pour qu'on change cette loi. Vous aviez rappelé que le Code civil, c'est ce qui concerne la propriété. Et si les animaux sont considérés comme des biens meubles, c'est pas parce qu'on les considère comme des chaises. Et ça n'a rien c'est des biens qui bougent. Voilà. Je suis bien d'accord. C'est pour qu'on qu'on puisse en être propriétaire. L'amendement Glavany reconnaît, comme le Code rural, que les animaux sont des êtres sensibles doués de sensibilité, bon, et que sous réserve de la manière dont ils sont traités par la loi, et en particulier par le Code pénal, et de ce qu'on a rappelé, ils sont des biens. Voilà. Et heureusement, ce sont des biens. S'ils ne l'étaient pas, nous ne pourrions pas, les gens qui se sont mobilisés, on n'aura pas expliqué que s'ils n'étaient pas des biens meubles, ça veut dire qu'ils sont mobiles, oui, ça veut eh bien, ils ne pourraient pas être propriétaires de leurs chiens. Donc, ils se sont mobilisés contre une loi qui les favorisait, contre un code civil qui les favorisait. Et le code pénal n'a pas changé pour autant, parce que c'est pas parce qu'il y a eu une phrase rajoutée dans le code civil, le statut n'a pas changé. Oui. Et il ne peut pas, il ne doit pas changer. Oui, ça y est, il doit. Alors, justement, pardon, mais juste, je rappelle, attendez, je rappelle juste que dans le code de l'environnement protège les espèces sauvages dont il n'est pas question. Le code rural protège les animaux d'élevage qui doivent être élevés dans des conditions appropriées. Et évidemment, le code pénal nous empêche de maltraiter nos animaux depuis bien plus longtemps. Et votre association L214, c'est rapport au code rural. Au code rural, qui dit que les animaux sont des êtres sensibles, donc déjà depuis 1976, et qu'il faut les élever dans des conditions appropriées. Donc tout ça, c'est juste pour faire plaisir aux gens qui aiment les animaux. Mais ça ne sert strictement à rien. On a crié victoire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, alors déjà, si l'article L214.1 du code rural dont on s'inspire pour notre nom était respecté, déjà, il y aurait la plupart des élevages qui auraient disparu, parce que respecter les impératifs biologiques de l'espèce, élevage industriel, on est tous d'accord, non, mais aussi séparer d'une vache avec son veau, est-ce qu'on respecte les impératifs biologiques? Le veau, il tète, on le retire pour pouvoir prendre le lait. Donc vous dites que si on appliquait les lois, déjà, ce serait dingue. Mais est-ce que c'est pas la France, typiquement, plutôt que d'appliquer les lois, on préfère en faire toujours une nouvelle pour pouvoir en parler? C'est juste de l'enfumage, de l'habillage, un petit peu d'agitation. Notre morale commune, c'est qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. La démonstration qu'on n'a plus besoin. Aujourd'hui, on a toutes les connaissances qu'il faut. Et là, je ne vous rejoins pas. Quand on mange végétalien, on n'est pas en train de mesurer ses calories, ses vitamines, ses machins. C'est juste une nouvelle habitude alimentaire qu'on prend, effectivement, qui est différente de l'ancienne. Et puis là, on voit, il y a des substituts. C'est-à-dire, pour tout changer dans notre assiette, sans rien changer du tout. On ne change pas nos habitudes, on fait notre barbecue en toute convivialité aussi. Sauf que c'est un barbecue végétal. Sauf que c'est un barbecue qui n'a pas eu de victime animale pour pouvoir le faire. C'est tout. Et après, est-ce que la loi doit évoluer? Bien sûr qu'elle le doit. Les animaux ne peuvent pas rester propriété des humains. On peut avoir des rapports différents avec les animaux et trouver un statut de cohabitant, un statut intermédiaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est maintenant le débat que je voulais ouvrir. Effectivement, est-ce qu'il faut donner véritablement des droits aux animaux, pas des trucs symboliques pour faire plaisir comme là, est-ce qu'il faut leur donner des droits? Et encore une fois, si on leur donne des droits, et si par exemple on cesse d'en être propriétaire ou qu'on cesse de les mettre à mort pour les manger, qu'en fera-t-on? C'est une question peut-être pour Jocelyne Pancher. Oui, non, mais c'est parce que déjà, je crois que je voudrais revenir sur le fait que les animaux domestiques ne sont pas des animaux naturels. C'est des animaux qui vivent avec nous depuis le début de la domestication. Ils sont constitutifs de notre humanité. Ils sont... Ça veut dire qu'on les a inventés. Non, on est fait de la même matière. Et c'est ça qui est grave dans ce qui se profile à l'horizon, parce que le vrai changement qui va se passer anthropologique, c'est la rupture avec les animaux domestiques, à quoi mènent les théories si abolitionnistes, le fait qu'on rompt les liens de domestication et que du coup, effectivement, là, il va y avoir un changement. Mais justement, pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi, à partir du moment où on rompt les liens, où ce ne sont plus des biens, où on n'en est plus propriétaire, où on ne les mange plus, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change qu'on est humain avec les animaux et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être des humains
avec des robots, avec de la viande in vitro, etc. Ça, on ne sait pas et c'est ce qui se profile. Mais les animaux vivraient en liberté autour de nous. Les Lévi-Strauss le disaient, les animaux reprendront leur liberté. C'est un véritable... Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Vous allez dans le Niolo en Corse, il y a des porcs-coureurs. Bon, bah, ils vivent en liberté. Bien sûr, il y a les C'est des animaux liminaux. Ils ont besoin en partie des humains, comme les renards ou les pigeons. Non, les en partie dépendant de nous. Et là, c'est des animaux d'élevage. Alors, Françoise Armangot, Oui, très vite. Je voudrais dire à Madame Porcher que c'est un véritable sophisme, c'est-à-dire une erreur logique, on va dire, mais que de considérer que s'il n'y a plus de mort des animaux et que nous ne les mettons plus à mort, alors nous rompons avec la mort n'est pas le but de la vie avec les animaux. La mort n'est pas le but de l'élevage, c'est le bout. Donc, comme disait Montaigne, c'est le bout de la vie. Avec les animaux en cessant de les tuer. Mais parce la question était de la c'est là que Madame Arbet. je ne comprends pas. Alors, Francis Wolf. Alors, en effet, Madame Porcher fait bien de le rappeler, nous sommes devenus humains dans ces relations de domestication, qui n'étaient pas forcément des relations de sauvagerie, d'objectivation, de transformer les animaux en choses. Si ça avait été le cas, nous n'aurions pas pu vivre avec eux. Car pour pouvoir vivre avec eux, il faut les connaître, il faut savoir les apprivoiser et il faut savoir d'une certaine manière les aimer et échanger avec eux. Donc le processus de domestication n'est pas un processus d'asservissement ou d'aliénation ou un processus d'esclavage, c'est un processus de compréhension. Que maintenant il soit complètement dévoyé dans ce qui s'appelle l'élevage industriel, même si Mme Porcher a raison de dire que c'est une contradiction dans les termes, on est tous d'accord, donc on ne revient pas là-dessus. Mais ce n'est pas la propriété des animaux qui est en cause, puisque la plupart des animaux qui vivent sous notre domination ou avec nous ne pourraient pas aller, comme on dit, marronner, c'est-à-dire vivre en liberté sans le secours et sans les échanges qu'il y a avec les hommes. Alors qu'est-ce que vous entendez oui. Et je finis. À chaque fois qu'on a voulu libérer les animaux, on a créé des désastres écologiques. On a libéré des visons en Dordogne, ça a été un désastre écologique. On a en Australie les lapins, etc. Donc ce mot d'ordre est un slogan absurde qui est vraiment fait pour, comment dirais-je, pour montrer que nous avons une sensibilité, une espèce de... mais que nous ne comprenons pas les rapports que nous avons avec les animaux. Comme dans le Code civil, quand on le change peut-être. Brigitte Gauthier, qu'est-ce que vous entendez, Vincent Message, qu'est-ce que vous entendez par cesser d'être propriétaire des animaux? Est-ce qu'on les libère et où les mettons? C'est une question complexe parce que, en fait, quasiment personne n'a réfléchi aujourd'hui à quelles pourraient être nos relations avec les animaux quand on ne les considérera plus comme des ressources à notre disposition. Parce que même dans le petit élevage, ce seraient des ressources à notre disposition, puisqu'on les tue quand ils sont jeunes encore, comme Vincent Message l'a très bien expliqué aussi. Maintenant, il existe des animaux marrons. Il y a des vaches qui ont été libérées dans les Pyrénées et qui s'en sortent très bien toutes seules, mais c'était sans doute non plus pas ni ce que souhaitent les êtres humains. Effectivement, on aime les relations avec les animaux, on a envie d'entrer en contact avec eux, et souvent c'est réciproque. Bon, là, ils se sont fait avoir sur la domestication, contact, mais la domestication, excuse-moi, mais c'est à double... On n'aurait pas domestiqué les animaux s'ils n'avaient pas voulu être... Ils ne sont pas fait avoir sur la domestication. La domestication, on a l'impression qu'on a l'espèce sur un vol. Terminez vite, terminez vite, Brigitte. Aujourd'hui, on est avec des animaux effectivement qu'on a domestiqués, qu'on a transformés, et même la zootechnie est allée beaucoup plus loin en créant des animaux complètement difformes. Et il nous faut aujourd'hui trouver d'autres formes de relations avec les animaux. Et ces autres formes de relations, certains éleveurs le font effectivement, on est en contact avec un certain nombre d'entre eux, c'est-à-dire simplement de les accompagner dans leur vie, parce qu'effectivement aujourd'hui ils sont démunis, ils ont besoin de protection, ils ont besoin de tout un tas d'entourage de notre part, parce que, oui, effectivement, ce sont des animaux qui sont dépendants. Autrement dit, il y aurait des élevages pour justement voir les vaches dans la nature et dans le bocage normand sans les manger. On a aujourd'hui, ça serait une esthétique. On a aujourd'hui, c'est pas possible parce que c'est comme ça au Kenya. Hein. Oui, c'est bien sûr. Masai Mara, c'est une réserve. De temps en temps, il y a un safari, mais voilà. Et les safaris photos. Si l'animal a une vie la plus proche possible de son propre monde, non, au bout d'un moment, on aura plein de veaux et on se demande bien ce qu'on fera des veaux. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on mange les veaux. C'est parce que les vaches. Contraception. Eh ben oui. Alors, Pascal Pic. D'abord, il y a plein de choses là qui sont
sont complètement incohérentes du point de vue de l'évolution et de l'anthropologie. De dire qu'on doit accompagner les animaux, vous laissez tranquilles, ils vont se débrouiller tout seuls. Je vous rassure tout de suite. Quand vous dites à un moment les animaux n'ont pas de désir de mort, je connais aucun animal qui a un désir de mort, même pas l'homme. Donc vous êtes sur des a priori, sur des postulats qui sont absolument indémontrables et qui ne sont surtout pas démontrés. Quant à dire qu'il y a que dans la domestication... Attendez, il y a un truc qui s'appelle... vous savez, vous enlevez un prédateur dans l'écosystème meurt. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais attendez, laissez-moi... Tout à l'heure, vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre. Donc, j'ai acquiescé. L'autre chose, il n'y a pas que dans les civilisations où on a domestiqué les animaux qu'il y a des rapports de représentation. Dans toutes les sociétés de chasseurs-collecteurs, il y a des rapports aux connaissances aux animaux qui participent. Alors, Dominique l'a dit tout à l'heure, le rapport qu'on peut avoir, vous avez cité Lévi-Strauss, aux léopards, ou aux insectes dans les cultures asiatiques, etc., sont tout à fait différentes des nôtres. Donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est un vrai problème au niveau international, parce qu'on ne part pas de même présupposés et de rapports culturels aux autres espèces. Maintenant, de s'en remettre, comme je l'ai entendu un petit peu, qu'à la science en disant « Ah, ils ont de la sensibilité, ils n'en ont pas, soit démontré ou pas », ou alors les lois dont on vient de parler, c'est nous dégager nos responsabilités personnelles. Est-ce qu'on a besoin de critères scientifiques ou d'injonctions liées à la loi pour entretenir des rapports éthiques cohérent et de respect avec les animaux. Alors, on voit bien que notre société est complètement hallucinante, parce que si on a besoin de se remettre à ce genre de critères ou d'injonctions, ça veut dire qu'on a perdu toute relation avec ces animaux et toute possibilité éthique, personnelle par rapport à cela. Alors, l'autre chose qui est importante, vous avez dit que les animaux sont faits avoir. On sait que les chiens et les hommes, dès qu'ils sont mis ensemble, c'était d'ailleurs les chiens qui sont venus, et les chats, on les a pas invités, ils sont venus. Il y a des relations qui sont installées bien avant les grandes civilisations. Je parle des animaux d'élevage. Hein. Ok, d'accord. Oui, dans le cas des chiens et des chats, on peut dire pendant un certain temps ils ont bossé, mais maintenant ils font plus rien du tout. Ce qu'on appelle la coévolution. C'est nous qui travaillons. Il y a toujours des relations complexes entre les animaux. Et il n'y a pas un seul écosystème dans lequel, même chez les chasseurs-collecteurs qui peuvent sembler les plus démunis, dans lesquels il n'y a pas un impact des activités humaines comme les autres espèces. Sauf que l'homme, c'est devenu complètement excessif depuis quelque temps. Ça, c'est très clair, on est tous d'accord. Mais néanmoins, vous avez quand même des présupposés, me semble-t-il, qui vous appartiennent en termes de position ontologique, au vrai sens du terme, qui font que vous dites, voilà, les animaux n'ont pas choisi de mourir, etc. Mais aucun animal ne choisit de mourir, aucun humain, sauf dans des cas particuliers actuellement, mais ça, c'est un autre débat. La chose étant, il y a quelque chose qui est lié au fait que si des animaux, d'un moment, ne meurent pas, il y en a d'autres qui n'arrivent pas, il n'y a pas de régulation dans les écosystèmes, ce n'est pas conscient, ça s'appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, ça ne veut pas dire que c'est la loi du plus fort, on élimine les autres. Ce sont des relations complexes dans lesquelles, effectivement, il y en a qui mangent les autres, il y a des plantes ou autres. Maintenant, attention, n'allons pas se limiter au fait que offrant un critère scientifique où on met de la barrière. Et pour parler des droits, c'est un vrai problème avec les grands singes, effectivement. Lorsqu'on a découvert tout ce qu'ils partagent avec nous, parce que le propre de l'homme, ça vient de tomber. D'ailleurs, je vous engage à aller faire un petit tour sur le site de Nature, la grande revue scientifique. On vient de découvrir, enfin on le savait, mais là c'est confirmé, que les chimpanzés ont même des rituels, des comportements qu'on ne peut pas expliquer autrement. Très bien, moi j'en suis ravi, ça ne me trouble pas du tout, mais moi je suis un scientifique. Qu'ils aient des rituels ou pas, c'est pas mon affaire. Ils les ont, on en tient compte. Maintenant, est-ce qu'on doit dire, ah ils ont des rituels, on doit attribuer plus de droits ou pas? Et c'est là le vrai débat, me semble-t-il. Quels sont les critères que l'on met et quels sont les rapports qu'on a aux autres? C'est-à-dire que le problème du Great Apes Project, sur lequel on va peut-être revenir avec Peter Singer, c'est précisément qu'au lieu de repenser véritablement ce qu'est le rapport qu'on doit avoir à l'animal, et en particulier, pour moi, dans quelle mesure le fait d'être humain, c'est d'être avec les animaux, et pas seulement les animaux domestiques, c'est d'avoir, donc Peter Singer et le Great Apes Project, en fait, ont repoussé ce que j'appelle la barrière hygiénique, c'est-à-dire la barrière qui fait la différence entre eux et nous. Sauf que les grands singes sont avec nous, mais que les mouches, les hamsters, etc., ne sont pas avec nous. Et ça, c'est aussi une attitude que je trouve extrêmement dommageable. La question, parce que l'émission va bien... Beaucoup moins en danger. Il n'y a pas de danger pour les mouches et les hamsters, il y a un vrai danger pour les mouches. Il suffit qu'elles passent et... Oui, il suffit qu'elles juste la dernière question, parce que je vous rappelle que cette émission va se terminer dans pas très longtemps. Faut-il leur donner des droits? Et si on leur donne des droits, que va-t-il se passer, Francis Wolff? Alors, qu'on leur donne des droits, c'est une façon de dire que nous nous reconnaissons de nouvelles obligations. Il y en a déjà un certain nombre qui reconnaissent les lois, le code. S'il faut les étendre, je ne vois pas selon d'autres critères que ceux que j'ai proposés au départ. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que l'idée que toutes les espèces sont égales est évidemment un contresens. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme égalité entre le renard et la poule? Qu'est-ce qu'il peut y avoir
comme égalité entre le prédateur et la proie, c'est une absurdité. L'idée d'égalité, c'est une idée qui est essentielle à l'humanisme, c'est-à-dire que nous sommes égaux en ce sens que nous pouvons tous échanger avec les uns avec les autres. Et la pathologie de l'égalitarisme, ça consiste à dire qu'il n'y a plus de barrière de l'espèce. Que cela ne signifie pas être méchant avec les animaux. Et je vais vous dire, il y a forcément un propre de l'homme, contrairement à ce qu'on dit. Le propre de l'homme, c'est ce que nous faisons en ce moment. C'est-à-dire, c'est de discuter de ce que nous devons, la manière dont nous devons éventuellement traiter les autres espèces. Non, devons-nous les manger? Attends, laisse-moi finir, Dominique. C'est-à-dire, nous échangeons sur des valeurs, nous échangeons sur des normes. Nous ne sommes pas d'accord. Nous disons oui, nous disons non. Il y a sans doute des espèces animales qui peuvent communiquer d'une manière ou d'une autre par des cris pour la présence d'un prédateur, etc. Mais le fait que nous puissions nous contredire et que nous puissions normer nos comportements d'une certaine manière vis-à-vis des autres animaux est la preuve que nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Je vais vous donner 1 minute à chacun pour conclure, mais avant, pour détendre l'atmosphère et pour faire référence à ce que vous disiez, peut-être qu'un jour, ce sera les carottes qu'on nous accusera d'avoir assassinées. Je vous propose juste la bande-annonce du film Sausage Party qui sortira bientôt, écrit par Seth Rogen. Ça fait réfléchir.